Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Beaucoup de questions aujourd'hui dans cette édition. D'abord, est-ce que la télémédecine et plus précisément les téléconsultations facilitent l'obtention d'arrêt de travail? C'est ce qu'on verra en ouverture et puis on verra surtout comment trouver des solutions pour éviter toutes ces dérives qui sont liées à l'apparition de plus en plus galopante de la télémédecine. L'autre grande question, les crypto-monnaies polluent-elles trop? Encore trop, j'ai envie de dire, puisqu'il y a des résolutions qui ont été prises et qui changent grandement la donne, mais ce sera le débat aujourd'hui dans Smart Tech avec notamment Bitcoin au cœur de ce débat. Et puis dans une deuxième partie, on partira à la découverte des questions éthiques autour des avatars. Est-ce que avoir ces existences virtuelles pose de nouvelles questions éthiques à la société? On aura Laurence Devillers en plateau qui nous les précisera. Et puis on terminera avec notre chronique Où va le web? Mais tout de suite, donc c'est l'interview dans Smart Tech au sujet de la télémédecine et des arrêts de travail. Paré à tous les débats, Flavio Restelli, consultant chez Blockchain Partners KPMG. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous étiez venu la dernière fois pour nous parler des crypto-monnaies sur une question qui agitait la tech. Et aujourd'hui, je vous invite à nouveau pour nous parler de ces crypto-monnaies sur une nouvelle question, la question de la pollution. Vous en débattrez tout à l'heure avec le président de l'association Green IT, Jérôme Molly. D'abord, je vous propose qu'on commence par l'actualité et Benjamin Zera qui est avec nous en plateau. Bonjour Benjamin. On va parler donc de télémédecine et d'arrêt de travail. Je voulais préciser que vous êtes le président fondateur associé de Philly. C'est une jeune entreprise, relativement encore jeune, qui propose un service de téléconsultation basé sur la messagerie instantanée, donc sans rendez-vous. Donc vous connaissez bien cette problématique des arrêts de travail. Je voulais savoir si véritablement déjà, il vous semblait que c'était une dérive préoccupante. Est-ce qu'obtenir un arrêt de travail, c'est si facile en téléconsultation? Alors oui et non, c'est la grande question. Ça facilite les choses du fait qu'on n'a pas d'intervention physique, donc on ne peut pas jauger en fait de la fièvre du patient, c'est que des déclarations du patient, effectivement. Donc oui, dans ce sens-là, et non du fait qu'il y a certaines plateformes qui essaient de réformer tout cela et de mettre en fait des certains vétos à donner des arrêts de travail, à distribuer des arrêts de travail plutôt. Donc effectivement, nous chez Philly, on s'est toujours interdit de donner des arrêts de travail de complaisance, justement. Et on a plutôt proposé en fait des certificats d'aptitude de santé. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la possibilité d'obtenir un rendez-vous avec votre médecin traitant, vous allez sur Philly, là vous déclarez en fait vos symptômes. Et effectivement, si vous n'êtes pas apte à aller au travail, nous on fait un certificat médical de non-disponibilité. Par contre, si dans les 3 jours, vous n'avez toujours pas, vous ne pouvez toujours pas aller au travail, vous allez chez votre médecin traitant et là, il vous délivrera un arrêt de travail de long terme, si je peux dire. Donc vous limitez, en fait, une des façons d'éviter les dérives, c'est de dire on limite la délivrance d'arrêt de travail à 3 jours. Tout à fait. Enfin, c'est même plus un arrêt de travail, c'est plutôt un certificat médical. Oui. Après, c'est vrai que dans certaines pathologies, supposons que vous avez un lumbago, supposons aussi que vous avez d'autres analyses, par exemple un test Covid positif. Effectivement, là, on délivre l'arrêt de travail. Mais c'est vrai de ce qu'on voit, parce que nous... Et vous avez l'impression que c'est en hausse, ce phénomène? Oui, effectivement. Ah ouais. Nous, sur la dernière période, qui était l'été 2022, on a eu une hausse de plus de 35% en fait, d'arrêt de travail. On a eu pratiquement 2000 demandes d'arrêt de travail par semaine. Ce qui est énorme. Combien vous dites? 2000 demandes. 2000 par semaine? Par semaine. Et en fait... Sur combien de téléconsultations? On en a fait 30 000. Oui, donc... c'est assez énorme. Ouais. Et là, on est obligé de mettre des filtres. Et grâce au questionnaire, en fait, on a le motif de la consultation. Et souvent, le motif de la consultation, c'est arrêt de travail. Donc effectivement, les médecins ne sont pas des distributeurs d'arrêt de travail. C'est un droit, bien évidemment. C'est un droit si toutes les conditions sont réunies pour l'obtenir. Et c'est au médecin de donner la condition de livrer ou non l'arrêt de travail. Et puis pour autant, on ne va pas arrêter les téléconsultations. Là, c'est la marche de l'histoire, a priori. Non, pas du tout. Ça va ne faire qu'aller croissant. La téléconsultation a de beaux jours. On voit qu'il y a certains acteurs qui sont bien positionnés, dont nous. Nous sommes les leaders en fait, de la messagerie instantanée en téléconsultation. On va réaliser pratiquement 300 000 téléconsultations, en fin d'année, donc avec des très grosses croissances. Chacun a trouvé ses capacités à distribuer son offre.
Il y a certains qui font en télécabine, d'autres en message instantané, d'autres en visioconférence. Nous, on a pris le parti de la messagerie instantanée, du fait de pouvoir couvrir une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout sans rendez-vous. Oui, puis ça répond vraiment aux nouveaux usages, hein. La messagerie instantanée, c'est un mode de communication vraiment adopté par toutes les nouvelles générations, mais pas seulement. Je voulais aussi rappeler, parce que vous dites le médecin généraliste, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour distribuer des arrêts de travail. Ça engage sa responsabilité jusqu'à quel point? En fait, c'est les mêmes responsabilités qu'une consultation physique. Donc effectivement, s'il commence à faire des arrêts de travail dits de complaisance, Oui. sans vérification préalable de l'état physique ou psychologique du patient, effectivement, il peut se faire retoquer par la sécurité sociale. Et là, avoir des pénalités. Donc c'est quelque chose que nous, on a toujours couvert. Et on en a vu? Vous connaissez des cas où c'est On arrivé? a eu, mais chez la concurrence, oui. Chez nous, D'accord. non, parce qu'on a toujours été très prudent sur la question. Alors, si on revient sur ce marché de la télémédecine, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même qu'une petite poignée d'acteurs. Pourtant, Tout à c'est un fait. marché phénoménal. Effectivement, on est quelques acteurs, nous on fait partie des 5 premiers. Et on a tous en fait des... Quelle est la barrière à l'entrée alors? À l'entrée, il y a beaucoup de légalité, déjà. C'est-à-dire? En fait, alors déjà, il faut partir d'un principe qu'il y a aussi les systèmes de remboursement, la téléconsultation. Depuis le 1er octobre, la téléconsultation, elle n'est plus remboursée. Elle est remboursée si vous passez par votre médecin traitant et si votre médecin traitant est disponible sur la plateforme de téléconsultation. Ou dans certains cas, qui est les exceptions de l'avenant 6. L'avenant 6 est extrêmement compliqué. C'est-à-dire c'est certaines spécialités qui peuvent être prises en charge, mais dans les 80% du temps, c'est plutôt avec le médecin traitant que c'est pris en charge. Donc c'est vrai qu'il y avait les exceptions du parcours de soins. Maintenant, on va vers quelque chose d'un peu plus standardisé. Je dirais pas bloquant, parce qu'en fait la téléconsultation rentre dans les mœurs, Oui. mais plutôt quelque chose de plus soutenu, on va dire, plus soutenu au niveau réglementaire. La sécurité sociale a comme mis son voilà là-dessus. Et effectivement, il faut avoir déjà une base médicale solide. Il faut avoir aussi un comité scientifique solide en interne. On sait que je suis fils de médecin, donc je sais qu'il y a une certaine éthique à apporter. Et c'est vrai que cette prise de marché, ça demande énormément de fonds aussi déjà. Ça demande beaucoup de Et ça moyens. demande aussi de trouver des médecins. Tout à fait, Parce exactement. que pour répondre à l'engagement que vous faites, la messagerie instantanée, sans rendez-vous, ça veut dire qu'on espère avoir une consultation presque dans l'immédiat, presque fait. en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais pour ça, il faut avoir les médecins sous la main. Exactement. Alors, le recrutement, il n'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, tous les pays occidentaux, dont la France, en fait, ont une carence en fait, du personnel médical. Donc beaucoup moins de médecins disponibles. Il y a à peu près 450 millions de consultations en France, en totalité. Et il y a 300 000 praticiens. Donc ça fait une désertification, voire une absence médicale. Donc, Et ils sont plutôt d'accord pour se mettre à la téléconsultation, les 300 000 praticiens dont vous parlez? Il est assez farouche, c'est vrai. Mais maintenant, je pense qu'il y a eu un effet quand même d'évangélisation là-dessus et d'éducation qu'on a apporté. Nous, une des premières plateformes de téléconsultation, on a été créé en 2019, un peu avant que le Covid apparaisse. Ouais. Mais effectivement, on a l'impression que c'est de plus en plus demandé. De plus en plus demandé là-dessus, oui. Vous avez des outils de diagnostic en interne? Tout à fait. Nous, on utilise l'intelligence artificielle. Il y a une partie d'intelligence artificielle qui permet en fait la reconnaissance des symptômes en fonction de la déclaration, de la réponse aux questions déclarées par le patient. Donc ça oriente. Donc c'est-à-dire qu'il y a un formulaire type, c'est ça? Ouais. Dont va se servir le praticien. Il va poser des questions types. C'est rentré dans une feuille. C'est un peu comme un dossier médical. Comme un dossier médical. Et là, il y a un algorithme qui va apporter un diagnostic. Qui va apporter en fait les premières briques du diagnostic. C'est-à-dire, on prend un exemple. Par exemple, vous avez une éruption cutanée. Oui. La personne va aller sur le questionnaire généraliste, va taper « j'ai une éruption cutanée » et derrière, l'IA automatiquement va renvoyer vers la dermatologie. Il y a un pré-diagnostic en fait, qui se fait en interne. Et après, le médecin rentre en message instantané pour avoir plus de précision. Et donc c'est en amont de la téléconsultation, en fait, ce diagnostic. Il n'est pas utilisé par le médecin. Il est utilisé aussi par le médecin. Aussi? Tout à fait, oui. Il est utilisé par le médecin. Qui fait de la recommandation aussi de traitement? Ah oui, tout à fait. On peut avoir les antibiotiques. Il y a certains médicaments qu'on ne donne pas. Tout ce qui est antibiotique, on ne les donne pas.
et certaines aussi catégories de traitements qu'on ne peut pas distribuer à distance. Et alors, est-ce que vous ne prenez que des médecins qui pratiquent aujourd'hui? Est-ce que vous ouvrez le champ aux médecines parallèles? Non, on restera uniquement dans le domaine médical. Par contre, il y a plusieurs types de médecins. Il y a des médecins qui sont installés, des médecins qui sont salariés, il y a des médecins retraités aussi, Ouais. qui souhaitent en fait remplir un peu leur longue journée de disponibilité, si je peux dire. Ça leur manque un peu de travailler. Et du coup, ils travaillent chez nous et se placent fort bien parce qu'ils arrivent à allier en fait le personnel et le professionnel à la fois. Ce qui fait la différence entre différentes plateformes de téléconsultation, c'est quoi? C'est l'instantanéité. Ah oui, parce que vous êtes sur la messagerie On est instantanée. sur la vous messagerie, dites ça. on a une couverture pratiquement 24 heures sur 24, 7/7. Mais comment s'assurer qu'on est face à un service sérieux? Et justement, alors ça c'est toute une évangélisation. Et d'ailleurs, on a des taux de retour qui sont très très bons et des taux de rétention de notre service qui sont très bons, de l'ordre de 20% en quelques mois. Ce qui montre qu'on a vraiment amené quelque chose de différent à la téléconsultation. Flavio Restelli, vous avez déjà téléconsulté? Non, C'est jamais vrai essayé. Ça serait l'occasion. Oui, sans doute. On ne va pas lui souhaiter de tomber malade non plus, quand même. Pour aller au travail. Non plus. Merci Benjamin Zera, président fondateur associé Merci à vous. de Philippe, qui nous a expliqué que justement, c'était pas si facile d'obtenir un arrêt de travail en téléconsultation et que chacun prend des mesures, on l'espère. C'est l'heure de notre talk, on va parler des crypto-monnaies. Polluent-elles trop? Alors, c'était le 15 septembre dernier. Ethereum, qui est l'une des blockchains les plus utilisées, deuxième crypto-monnaie la plus valorisée après le Bitcoin, régulièrement stigmatisée, ces crypto-monnaies pour leur consommation d'énergie. Eh bien, Ethereum a réalisé sa mue écologique, en quelque sorte, avec un nouveau processus de validation que mes experts vont bientôt nous expliquer, qui permettrait en tout cas de réduire de 99% la consommation d'énergie. Est-ce que c'est suffisant? Quid du Bitcoin qui, lui, n'a pas effectué cette mue écologique? Est-ce qu'on peut dire que pour autant, le monde des crypto-monnaies, ça y est, se verdit et devient vertueux en matière écologique? Pour en parler, donc Flavio Restelli, qui est avec nous en plateau, consultant chez Blockchain Partner du cabinet d'audit et de conseil KPMG, et Jérôme Molly, qui est avec nous à distance, président de l'association Green IT, également Sustainable IT Manager chez Mano Mano. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu du débat. Je ne suis pas sûre que vous soyez d'accord sur la question que je pose. Je voulais aussi préciser qu'est resté avec nous en plateau Benjamin Zera, le président fondateur associé de Philippe, pour interroger nos experts, si vous le souhaitez, sur cette question. Alors d'abord, 99% d'énergie consommée en moins pour Ethereum depuis cette mise à jour qui s'appelle The Merge. Est-ce qu'avec donc cette mue verte, on peut dire que l'enjeu énergétique autour des cryptos est réglé? Non, il n'est pas réglé parce que Bitcoin n'a pas fait le même move, disons. Mais d'abord, peut-être, permettez-moi de faire un pas en arrière et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une méthode de consensus. En fait, je rappelle que quand on parle de blockchain, on parle d'un registre de données décentralisé. Donc, en gros, c'est comme si moi, j'avais un cahier, vous le même, Benjamin également, mais on doit se mettre d'accord pour avoir les mêmes données dans ce cahier. Alors, comment on fait? Il va falloir créer ce qu'on appelle une méthode de consensus. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a essentiellement deux grandes manières de se mettre d'accord là-dessus. Soit on utilise l'accès à l'énergie comme vecteur de sécurisation du réseau, c'est ce que Bitcoin fait avec la fameuse méthode de la preuve de travail, Ouais. soit on utilise l'argent. Donc on bloque tous de l'argent là-dedans, on est sûr que du coup on ne va pas essayer d'aller à l'encontre de l'intérêt du secteur parce qu'on perdrait de l'argent nous-mêmes. Ça c'est ce qu'Ethereum fait aujourd'hui et d'autres blockchains font également. Donc effectivement quand on parle de la problématique environnementale, le plus souvent on s'attaque directement à Bitcoin. Ce qui ne veut pas dire que Bitcoin est un problème pour l'environnement, je pense qu'on aura le temps de le démontrer, parce que essentiellement, si je vous fais un petit spoiler, il faut casser cette équation qui va beaucoup trop vite entre consommation énergétique, parce qu'effectivement Bitcoin consomme beaucoup d'énergie, et empreinte environnementale, là où Bitcoin n'a pas du tout une mauvaise empreinte environnementale, loin de là. Ok, très bien. Bah là, vous lancez les hostilités. On va donner la parole maintenant à Jérôme Molly. Donc, c'est bien parce qu'on a pu comprendre déjà ce qui s'était passé au niveau d'Ethereum, le changement du processus de validation finalement des transactions. Est-ce que selon vous, déjà, côté Ethereum, avant d'aborder la question du Bitcoin, on a réglé le problème de la question énergétique? Alors, est-ce qu'on a réglé le problème? Je ne sais pas, en tout cas, on l'a réduit. Donc, en effet... 99%, ça vous semble crédible?
C'est approuvé. Aujourd'hui, un des grands sujets sur les études, sur les cryptos et sur les études environnementales d'une manière générale, c'est sur la transparence des données, des méthodologies, etc. Donc là, en préparant cette table ronde, j'ai regardé un petit peu et les études sortent et se contredisent toutes les unes derrière les autres, à quelques jours d'intervalle. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une vision globale sur le sujet. En tout cas, on est sûr que ça fait du bien d'économiser donc 99% de l'énergie. Ça, personne va dire que c'est une mauvaise chose. Maintenant, en effet, il y a plusieurs sujets. Il y a le fait que, d'accord, Ethereum a fait une mue, c'est bien. Bitcoin ne l'a pas faite, c'est moins bien. Surtout que c'est quand même Bitcoin qui est dominant sur le marché. Et l'autre sujet, c'est aujourd'hui quand même de prouver l'utilité, ou en tout cas de manière claire, les arguments écologiques des cryptos par rapport au système traditionnel. Donc là aussi, on manque cruellement de chiffres, tout simplement parce que les preuves sont difficiles à trouver. Et donc voilà, c'est compliqué de se positionner aujourd'hui sur est-ce que c'est vraiment mieux par rapport à quoi. Ça aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a la réponse. Oui, parce que le système monétaire classique, traditionnel, aussi génère sa propre pollution. Donc oui, pour avoir des éléments de comparaison, c'est compliqué. Question quand même, Flavio, pourquoi Bitcoin n'a pas effectué cette mue verte ? D'abord parce qu'il n'y a pas tellement besoin, parce que comme on pourra le montrer, la méthode de consensus de preuve de travail n'est pas un drame pour l'environnement, et aussi parce que la proposition de valeur de Bitcoin est telle que Bitcoin ne peut pas se permettre de changer d'infrastructure. Bitcoin est censé être une valeur de confiance, beaucoup plus qu'Ethereum qui, lui, se présente comme une infrastructure pour créer des applications, ce qu'on ne peut pas faire sur Bitcoin. Donc l'objectif de Bitcoin, c'est justement de ne pas changer à travers le temps pour qu'on puisse continuer à faire confiance à ce système qui, lui, est immuable. Donc c'est intrinsèque à la proposition de valeur de Bitcoin. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous permet de dire aujourd'hui que Bitcoin a une consommation énergétique très importante, mais finalement peu d'empreinte environnementale ? En fait, c'est un raisonnement tout à fait logique, j'ai envie de dire. Pour les mineurs de Bitcoin, donc celles et ceux qui créent des nouveaux blocs à ajouter, des pages à ajouter à ce fameux cahier dont on parlait, il y a essentiellement deux sources de coûts. Les machines, mettons-les de côté, et l'énergie. Ouais. Et quelle est l'énergie la moins chère sur le marché ? Logiquement, c'est l'énergie qui est gaspillée. Pourquoi ? Parce que les producteurs d'énergie ne font pas d'argent sur cette quantité d'électricité qu'ils produisent. Et donc ils qui n'est pas utilisée. Tout à fait. Donc ils sont prêts à la vendre pour très très peu cher. Essentiellement, cela se décline de deux manières. Numéro un, pour vous donner un exemple, c'est ce qu'on appelle les torchères. Donc ce sont par exemple les sources de gaz qui ressortent naturellement au moment où on extrait du pétrole. Alors vous me direz, c'est pas très vert d'extraire du pétrole complètement, mais c'est pas la faute à Bitcoin. Aujourd'hui, on le fait encore beaucoup. Oui. Et en fait, il se trouve que des mineurs vont se brancher carrément aux endroits où on peut récupérer du gaz qui sinon serait tout simplement laissé se disperser dans l'atmosphère, ou alors serait brûlé, parce qu'en réalité, pour l'environnement, c'est mieux qu'on le brûle plutôt que juste laisser que le méthane se disperse dans l'atmosphère. Sauf qu'on le brûle, on n'en fait rien. Pourquoi on n'en fait rien ? Parce qu'en fait, à cet endroit-là, il n'y a rien. La population humaine ne s'est pas organisée d'un point de vue géographique pour se situer en fonction des accès à l'énergie. On est sur les fleuves, sur la mer, mais on n'est pas là où il y a l'énergie forcément. Il se trouve qu'en fait, les producteurs de blocs de Bitcoin sont des consommateurs d'énergie très particuliers, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être situés à un endroit précis sur Terre. D'ailleurs, ils peuvent se brancher à des sources d'électricité plus ou moins même intermittentes, parce que vous me direz, en fait aussi, alors on pourrait mettre les data centers au milieu du désert, là où on extrait du pétrole. Pas tellement, parce que les data centers ne peuvent pas se permettre des moments où il n'y a plus d'électricité. D'ailleurs, ils ont besoin de la fibre, etc. Ce n'est pas le cas pour les installations des mineurs de Bitcoin. Donc il se trouve qu'ils peuvent aller là où il y a de l'énergie gaspillée. Je vous ai donné un premier exemple. Le deuxième, qui lui est lié plutôt à la production d'énergie verte, est l'utilisation de l'extra-capacité des centrales d'énergie renouvelable, qui, par essence, ne sont pas pilotables.
parce qu'on ne contrôle pas l'eau dans les fleuves, on ne contrôle pas le vent, on ne contrôle pas le soleil. Ouais. Et il se trouve qu'en fait, par exemple en Suède, qui est un pays qui en très grande partie tourne aux renouvelables et aux hydroélectriques en très grande partie, en fait, il se trouve qu'il y a des moments où il y a un surplus carrément de production énergétique et les mineurs de Bitcoin vont se brancher là-dessus. Ce qui m'amène, par exemple, je me permets de vous... ce petit fun fact, de fournir ce petit fun fact, en novembre 2021, l'autorité de supervision financière suédoise ainsi que l'agence de protection de l'environnement en Suède ont proposé de bannir Bitcoin parce qu'ils y voyaient un grand problème. Le jour d'après, l'Agence nationale de production de l'énergie, donc l'équivalent suédois de EDF, a répondu que, en fait, grâce au minage, le pays disposait d'un excellent talent de consommation qui est, je cite, extrêmement utile pour la gestion des charges du réseau et une bonne manière de monétiser des surplus d'énergie qui seraient autrement gâchés. Jérôme Molly, sur cette question de l'empreinte environnementale du Bitcoin, vous avez entendu les arguments de Flavio Restelli. Quelle est votre réaction et votre analyse, vous, du côté de Green IT? Alors, essentiellement moi, je veux bien entendre l'argument de récupération d'énergie, etc. Là où j'ai un petit peu de mal avec le raisonnement, c'est de se dire, par exemple en Europe, cet hiver, ça va être compliqué énergétiquement. Donc j'ai vraiment du mal à croire que utiliser les excédents d'énergie, quels qu'ils soient, pour créer une monnaie virtuelle, soit réellement utile pour l'humanité, alors que cet hiver, on risque d'avoir des coupures. En fait, c'est pas tant comment est-ce que le Bitcoin est produit, c'est plutôt de se dire, c'est quoi nos problèmes aujourd'hui? Est-ce que nos problèmes aujourd'hui, c'est de disposer d'une monnaie virtuelle stable, etc., 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 ou est-ce que le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir allumer nos radiateurs cet hiver? Et je pense que là, on est dans deux échelles totalement différentes et ce serait quand même intéressant que le monde des cryptos redescende un peu sur Terre. Ah oui, ça pose cette excellente question de l'utilité finalement du Bitcoin. À quoi ça sert? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ça doit rentrer dans le champ des biens essentiels, quoi? Tout d'abord, permettez-moi de revenir quand même sur cette idée de, puisqu'on a besoin de plus d'énergie, on peut aller récupérer l'extra capacité des centrales en Suède. Ce n'est pas tellement le cas. Sinon, d'ailleurs, on le ferait déjà, on l'aurait fait même avant que Bitcoin arrive. Et d'ailleurs, je vous rassure, il n'y a pas tellement d'opportunités pour le minage en France. Donc, en fait, les mineurs vont récupérer cette énergie-là parce que personne ne le fait. Ils ne vont pas enlever la place à quelqu'un. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, l'utilité de Bitcoin, il faut la rappeler. Parce que si on continue de voir cette monnaie comme uniquement un outil de spéculation, on ne va pas aller loin. De toute façon, tout ce qui existe a un impact sur l'environnement. Donc, il s'agit de comprendre le coût d'opportunité environnementale de toute chose. Alors, quelle est l'utilité de Bitcoin, je Flavio? dirais, pour la résumer, je parlerai notamment de trois choses. Tout d'abord, des paiements internationaux que l'on peut réaliser avec Bitcoin de manière presque instantanée et presque gratuite, donc avec des avantages majeurs par rapport au système de paiement traditionnel. Deuxièmement, Bitcoin représente ce qu'on appelle l'or de l'âge numérique, donc en gros une réserve de valeur mieux adaptée à cette époque numérisée. Et troisièmement, Bitcoin consiste en un système de paiement et de stockage et gestion de la valeur qui est incensurable. Donc il nous permet d'avoir accès directement à nos fonds, de détenir directement de nos fonds et de les gérer librement. Ce qui est peut-être pas crucial en France, mais qui est particulièrement important lorsqu'on veut se mettre à l'abri des totalitarismes politiques, des monopoles privés, notamment dans d'autres zones du monde. Alors, donc après, on ne va pas débattre de est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas. On a eu deux points de vue sur cette question de l'utilité. Je voudrais qu'on avance sur la question encore environnementale. En France, il y a la loi REEN assez récente qui a été votée pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Il va falloir quand même qu'on apprenne à les chiffrer, ces impacts environnementaux du numérique et notamment des crypto-monnaies. Jérôme?
Oui, alors il va falloir qu'on apprenne à les chiffrer et clairement, il va falloir notamment au niveau, législatif, le monde numérique est un monde hyper complexe, c'est ce qui fait, toute sa valeur, c'est la puissance, et la facilité avec laquelle on peut faire des choses extrêmement complexes. Maintenant, il est aujourd'hui très difficile d'avoir des chiffres précis. C'est relativement simple, quand on dit, bah, voilà, quel est l'impact d'un serveur, quel est l'impact d'un smartphone et cetera. C'est beaucoup plus compliqué quand on se dit quel est l'impact, d'un data center qui est réparti sur plusieurs zones mondiales et cetera et cetera. Et là, je pense qu'il y a un vrai enjeu, législatif, sûrement supranational, sur le fait d'obtenir, des chiffres, des différents acteurs du numérique, ceux qui fabriquent le matériel. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de savoir, quel est l'impact du matériel. On est obligé de de faire des calculs, extrêmement complexe parce que parce que les données ne nous sont pas données par les constructeurs. On est obligé de recréer ces données-là, et idem pour, la partie telco. Alors, il devrait s'améliorer, assez rapidement, idem pour la partie, des utilisateurs et cetera. Donc Alors moi, clairement aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel nous aussi on avance en termes d'études. j'ai quand même vu Heu passer des chiffres. Je ne sais pas ce qu'ils valent, hein, une transaction en Bitcoin qui dépenserait 3 994 fois plus d'énergie que la même transaction via une carte bancaire classique. La consommation du Bitcoin qui serait de l'ordre de la consommation électrique d'un pays comme l'Irlande. Enfin, on a des chiffres quand même qui circulent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a très peu par rapport à ce que Bitcoin pourrait substituer. Donc, par exemple, est-ce que vous avez des chiffres concernant l'impact environnemental de la filière de l'or? Sauf qu'il se trouve que la filière de l'or contribue à la déforestation et on extrait l'or avec le cyanure. Donc, je pense que c'est très important de faire de la recherche pour avoir plus d'informations par rapport à l'impact environnemental des cryptos. C'est-à-dire pas juste en tenir à la consommation d'énergie, mais aussi aller voir l'impact sur les ressources. Déjà, ça c'est très important, mais aussi d'établir des éléments de comparaison. Parce qu'on ne pourra pas s'en sortir si on continue de critiquer les crypto-monnaies, mais qu'on ne fait pas du tout la même analyse lorsqu'il s'agit des banques, du secteur financier traditionnel, de la filière de l'or, etc., etc. Ceci dit, Et ceci dit, on leur impose aujourd'hui, maintenant, désormais, quand même, de chiffrer cette empreinte environnementale à qui? à ces économies. Vous parlez des banques, par exemple. Enfin, même toute l'économie aujourd'hui est appelée à chiffrer son empreinte carbone. Effectivement, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un déséquilibre important que l'on peut constater entre l'attention qui est mise sur Bitcoin et sur sa consommation énergétique et sur d'autres sources de pollution, sans même pas parler du fait qu'on s'arrête toujours, encore une fois, au débit énergétique et qu'on ne va pas plus loin en se demandant est-ce qu'on pourrait faire autre chose avec cette énergie? Et la réponse est surtout non, la plupart du temps. Mais je vous donne quand même quelques stats assez marrantes. Au mois de décembre, aux États-Unis, du fait des lumières que l'on installe pour fêter Noël, on consomme environ ce que consomme Bitcoin sur tout le mois, dans tout le monde. Sur toute l'année aux États-Unis, pour alimenter les sèche-linges, on consomme plus ou moins la même énergie que consomme tout le réseau Bitcoin sur toute l'année. Alors, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à revenir vers moi s'ils ou elles veulent les sources, parce que je les ai. Mais j'essaie d'insister sur le fait qu'il y a une attention complètement disproportionnée sur cette question-là par rapport aux cryptos. Et je pense que ça devient vraiment, en année au pont, ça devient néfaste, non seulement pour les cryptos, mais pour la science en général. Les problèmes environnementaux aujourd'hui sont très très sérieux. Je pense que nous avons tous intérêt à s'y pencher dessus en étant impartiels et en étant lucides. Ce qui veut dire, ne nous arrêtons pas seulement à combien d'énergie on consomme, mais aussi essayons de comprendre quel type d'énergie on consomme et si on pourrait faire autre chose avec cette énergie, mais aussi établissons des comparaisons. Parce que du coup, oui, peut-être Bitcoin consomme plus que quelques petits États, mais les sèche-linges aux États-Unis également. Et qui parle de ça? Pourquoi les médias ne parlent pas de ça? Intéressant. Je vais vous laisser réagir, Jérôme Molly, mais enfin, juste avant, je voulais dire quand même, cette prise de conscience environnementale, elle a des effets bénéfiques aussi, puisqu'on a vu cette mue réalisée par Ethereum qui apporte quand même une réduction importante de la consommation d'énergie. Certainement. Mais ce n'est pas moi qui débat avec vous, c'est Jérôme Molly. Je vous laisse réagir, Jérôme.
Oui, en fait, je suis complètement d'accord sur le fait on doit prendre en compte et aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment, en manque de bras, et on doit prendre en compte tous les différents aspects, qu'on peut avoir en termes d'impact écologique. Donc aujourd'hui, clairement, on a une incitation, voire une obligation à réaliser des bilans carbone. Aujourd'hui, un bilan carbone, c'est bien, mais ça ne prend pas en compte tous les aspects écologiques. Ça prend en compte le réchauffement climatique, qui est un problème qu'on va avoir dans 30 ou 40 ans, ce qui est demain à l'échelle de l'humanité. On ne prend pas en compte, en effet, tout ce qui est, par exemple, épuisement des métaux rares, Ouais. épuisement des métaux tout court d'ailleurs, épuisement des énergies fossiles, etc., etc. Il faut garder en tête que dans toutes les innovations technologiques et dans la production de tous les éléments électroniques, ça reste du métal à des niveaux plus ou moins variés, ça reste du plastique, donc du pétrole, et qu'on mélange tout ça pour créer des nouvelles choses. Ce serait intéressant de se pencher sur des vrais cas métiers et des vrais enjeux de comparaison, en effet, en disant, ben voilà, c'est quoi aujourd'hui pour, je ne sais pas, un acte d'achat, acheter un ticket de bus, acheter un ticket de métro, acheter un croissant à la boulangerie, quel serait l'impact en termes d'épuisement des ressources non renouvelables, en termes donc d'énergie, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de pollution de l'eau. Qu'est-ce que ce serait la différence entre faire ça par le système monétaire traditionnel, faire ça par le système des crypto-monnaies, et là, on aurait des vrais éléments de comparaison. Merci beaucoup, Jérôme Molly de Green IT. Flavio Restelli, merci. Vous avez été très pédagogue. On a bien compris que c'était bien plus compliqué que ce qu'on croyait aujourd'hui de répondre à cette question. Très pédagogique, très convaincant. Hein. Honnêtement, Fabio. je suis moi-même convaincu. Bon, ben voilà. Par contre, ce qu'il faudrait ajouter, c'est d'avoir des critères en fait. Des critères un peu comme ce que propose l'aviation, l'automobile, d'avoir des critères de pollution et de quantifier ça au nombre de CO2. Eh ben on est tous d'accord. Merci beaucoup, Flavio Restelli de Blockchain Partners KPMG, Jérôme Molly de Green IT et Benjamin Zera de Philly. Juste après la pause, on parle d'éthique dans le cadre de la création de tous ces avatars. Bienvenue à tous, c'est la deuxième partie de Smart Tech, votre émission préférée sur le numérique et l'innovation. On enchaîne donc cette deuxième partie avec Laurence Devillers, professeure en intelligence artificielle à l'université Paris-Sorbonne, chercheur au CNRS. Mais tout le monde connaît Laurence, je disais, j'imagine que nos invités également. Benjamin Zera, président fondateur associé de Philly, et Flavio Restelli, consultant chez Blockchain Partners de KPMG. Vous allez pouvoir écouter donc une sommité en matière de réflexion éthique sur les questions que pose notre monde numérique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la naissance et la mort de nos avatars, à toutes ces questions éthiques que cela pose aujourd'hui, mais peut-être d'abord préciser ce qu'on appelle un avatar, Laurence. Oui, alors un avatar, désigne en fait une représentation d'une personne ou humaine ou d'un ensemble de personnes ou un algorithme. En fait, on a des avatars humains et des avatars qui sont autonomes. Des personnes qui n'existent vraiment pas. Non, mais derrière eux, il y a quand même des gens qui les ont mis en place. Par exemple, des marques de luxe, où on peut imaginer beaucoup de choses pour venir influencer les personnes, pour acheter, etc. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que cet avatar vous représente dans ce monde virtuel. Alors évidemment, dans tout un tas d'environnements jeux vidéo, hein, c'est à ça qu'on pense en premier. Peut-être demain, le métavers. Et qu'ils sont connectés à vous par quoi ? Oculus, donc des lunettes, on voit à travers le métavers comme si on voyait vraiment, mais on est dans un autre monde. Et puis demain, ça sera avec des vêtements qui seront avec plein de capteurs. Pourquoi pas des capteurs sexuels ? On peut tout imaginer, tout est en train de partir dans tous les sens. Et cela nous met quand même en grande vulnérabilité. Pourquoi en vulnérabilité ? Parce qu'en fait, on ne sait pas comment on va vivre dans ce monde. Et puis comment on fera le lien entre ce monde et le monde physique.
ça risque d'aller très vite. Vous allez passer d'un monde à l'autre, du gaming au finalement monde physique, une extension du monde physique dans le monde comme ça virtuel. Où vous allez dépenser de l'argent, vous allez rencontrer des gens, vous allez peut-être souffrir. On commence à avoir des réflexions dans ce sens-là. Donc c'est important de comprendre qu'il faut travailler sur l'aspect juridique, travailler sur l'aspect réglementation de ces avatars qui vont nous représenter. Peut-on en avoir plusieurs, par exemple ? Oui, alors ça fait partie des questions, mais déjà, peut-être parce que vous l'avez évoqué, le monde du jeu vidéo, il existe déjà depuis un certain nombre d'années. Alors, quels sont ces nouveaux défis que posent les métavers ? Le jeu vidéo, c'est un jeu. Donc, il a des règles très précises. Et je pense que ces règles, quelque part, on va les réutiliser dans le métavers. Mais pas seulement. Puisque dans le métavers, en fait, on est censé aussi acheter des produits, travailler, aller pour sa santé, voir un médecin, etc. Donc là, on est dans un univers qui est la vraie vie. Donc, qui est une extension de la vie, et que ce n'est pas du jeu. Donc, comment je fais passer mon avatar de l'un à l'autre ? Ça veut dire qu'il faudrait inventer de nouvelles règles qui ne seraient pas non plus les mêmes que celles de la vie réelle ? Très clairement, il faut protéger les personnes. Il faut protéger les enfants, il faut protéger les adolescents qui vont être très friands de tout cela, qui sont déjà beaucoup sur les jeux vidéo. Et donc, on a besoin d'inventer des nouvelles règles et des nouveaux droits dans ce métavers. Alors, si on part des questions, justement, éthiques que ça peut poser, vous posiez cette première question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs avatars, par exemple ? Eh bien, écoutez, moi, j'ai rencontré récemment Ishiguro, qui était le monsieur roboticien japonais, qui faisait son clone en robotique. Oui. Bon, il s'est rendu compte que c'est difficile d'en vendre. Et là, il est en train de tourner Kazakh et il s'est dit, je vais faire des avatars. Les avatars les plus ressemblants de la personne. Même idée. Et quand je lui dis, bon, mais qu'est-ce qu'il va se passer s'il y a 100 Ishiguro, puisqu'on peut acheter Ishiguro, hein, oui. pas. Il m'a dit, bah, c'est pas un problème, ça va être drôle. Je lui ai dit, mais attendez, ça va être un peu schizophrène s'il y a plusieurs. Comment on saura que c'est une vraie personne derrière et vous ? Comment on saura que c'est quelqu'un d'autre qui est caché derrière ? Comment on saura que c'est juste un artefact qui est autonome ? Donc c'est ce genre de règles dont on a besoin. Et je pense que donc les défis éthiques, hein, puisque je parle surtout des enjeux éthiques ici, c'est avant tout nos libertés individuelles, notre autonomie décisionnelle, parce que tout ça va nous manipuler allègrement, et bien sûr la vulnérabilité émotionnelle que l'on va avoir. Et vous pensez qu'il faudrait interdire l'anonymat des avatars ? Moi, je pense qu'il faut un lien très clairement vers une personne physique, une entité physique derrière. Sinon, on ne saura pas en fait qui blâmer. Pour des questions de responsabilité, notamment ? Pour des questions tout à fait de responsabilité. Alors, je ne sais pas comment on fait ça. Peut-être ça peut à différentes couches cachées, mais on a besoin, in fine, d'avoir une justice quand même dans ce métavers. On parle déjà de viol. Alors, il y a des gens qui rigolent, hein, évidemment, et juridiquement, c'est pas un viol puisqu'il n'y a pas eu d'attouchement physique. Ok ? Il y a eu quand même une violence psychologique. Et je pense qu'au niveau psychologique, on va monter très fort dans le métavers. Et puis, qu'est-ce qu'on va effectivement... Est-ce qu'on va amplifier les stéréotypes en fait vis-à-vis des femmes ? C'est ce qu'il est possible de croire. Hein, quand même, il y a beaucoup plus de codeurs qui sont masculins. Je pense que dans le métavers, ça va continuer. Lorsque je vois que tous les chatbots parlent avec majoritairement des voix féminines sont féminisées, je me demande ce que va devenir l'univers métavers pour les femmes, par exemple. Bon, c'est une question un peu particulière, mais je pense qu'il faut voir toute la globalité de ces questions. Qu'est-ce qu'on a besoin d'inventer dans le métavers ? C'est une question qui nécessite de travailler éthiquement sur ce sujet et pas seulement laisser des groupes définir des choses pour eux. Et vous pensez que c'est intéressant ce travail autour des safe space et cette espèce de zone refuge ? Oui, mais à condition que, si vous voulez, ces safe space soient, conçus à plusieurs avec une réflexion derrière. Je ne vois pas pourquoi ça serait genre Meta qui fait ses zones de repos ou Disney qui fait les siennes, etc. Il me semble que sur ces sujets qui sont quand même extrêmement à conséquences sociétales extrêmement fortes, il est nécessaire de réfléchir à plusieurs et de faire des comités d'éthique indépendants des grands groupes pour lesquels les grands groupes pourraient également venir. Donc je m'intéresse moi aux normes qui sont en fait cette mise autour de la table de plusieurs personnes qui sont capables de partager les idées et de construire un monde qui soit plus stable pour tout le monde, dans lequel on s'intéresse à la protection de la personne. Merci beaucoup Laurence de Villers. On n'a pas le temps d'aborder la question de la mort aussi des avatars, mais ça fera l'objet d'autres discussions ensemble, je l'espère. À suivre dans Smart Tech, on reste sur cette question des métavers, on va aller voir où va le web.
Clin d'œil quotidien au futur possible d'Internet. Vous allez retrouver aujourd'hui Eva Bensadi qui va nous parler d'une ambition, une ambition européenne, bâtir un métavers européen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et si on créait un métavers européen ? Une idée, vous vous en souvenez peut-être, mise en avant par le candidat en campagne Emmanuel Macron en mars dernier. Bonne idée ou non, dans les faits, l'Europe peine toujours à trouver sa place dans l'univers virtuel et immersif du métavers, un train virtuel qu'il serait dommage de rater. Le cabinet McKinsey estime le potentiel économique annuel mondial du métavers à 5 000 milliards de dollars d'ici à 2030, soit l'équivalent en revenus de la troisième plus grande économie du monde, le Japon. On fait le point aujourd'hui ensemble sur ce marché du métavers et son potentiel business. Encore une fois, sans surprise, ce sont pour le moment les géants américains du web qui mènent la danse. Facebook d'abord, qui s'est rebaptisé Meta à l'automne 2021. Investissement mis sur la table, 10 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Microsoft, Epic Games ou encore Roblox sont eux aussi déjà lancés dans la bataille. Mais l'Europe n'a pas dit son dernier mot, car ici aussi la virtualisation de l'économie s'accélère dans l'aéronautique, l'automobile, la construction, la culture, la formation ou encore l'éducation. Le groupe suédois Ikea, par exemple, qui vend du mobilier en situation virtuelle. Le français Bouygues Construction, qui fait visiter en immersion ses bâtiments à construire. Ou encore la SNCF, qui pratique la formation immersive. Et les startups européennes, elles aussi, investissent le marché. En 2020, l'industrie européenne de la XR a généré environ 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La XR, c'est la réalité étendue qui comprend les réalités virtuelles, augmentées et mixtes. Et elle devrait atteindre 35 à 65 milliards d'euros d'ici à 2025. Mais peu d'investissements sont réalisés pour l'instant sur le vieux continent. Depuis les années 90, le cumul des fonds européens alloués à la recherche dans des projets de réalité virtuelle et augmentée dépasse à peine le milliard d'euros. Cela paraît insuffisant au regard des 10 milliards d'euros annuels investis par Meta. Meta, qui a d'ailleurs annoncé l'embauche de 10 000 personnes dans les 5 prochaines années dans l'Union européenne pour travailler sur le sujet. Alors, pour les acteurs européens du secteur, l'Europe n'a qu'un choix pour espérer se faire une place, frapper vite et viser grand. Et ouais, viser grand et puis penser éthique, Laurence de Villers. Je pense que l'Europe a son mot à dire sur ces sujets pour réglementer. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'envisager la mort de son avatar ? Est-ce que c'est pouvoir le ressusciter après dans un autre monde ? Où va-t-on si on continue à expliquer cela comme ça ? Donc il est essentiel de comprendre comment ce marché, qui est énorme, va être régulé. Et j'entends beaucoup autour de moi des gens qui sont à la fois dans des ONG et en même temps chez Meta, chez Disney. Donc il y a une guerre en ce moment réelle de prise de position sur les normes et les standards autour de ces sujets. Merci beaucoup. Je remercie Benjamin Zera de Philly d'être resté avec nous tout au long de cette émission. Flavio Restelli de Blockchain Partners, KPMG et évidemment Laurence de Villers de l'Université Paris-Sorbonne CNRS. Merci à tous de nous suivre. L'aventure tech continue dans Smart Tech tous les jours. À demain.